à plat, on réalise que ça ne tient pas. On m'a jamais rien fait de mal à mon beau-frère. Il est tout comme le beau-frère, je les aime bien tous. Il est innocent. Bernard Laroche, les larmes aux yeux, hurle son innocence. Laroche, pourquoi vous avez fait ça? Rien. Vous êtes innocent? Oui. Je suis innocent. Je suis innocent. Un temps soupçonné du meurtre de Grégory Villemain et incarcéré, Bernard Laroche était libéré le 4 février 1985. Les charges retenues contre lui se sont finalement révélées inexistantes, voire fausses. Cet homme qui allait bénéficier d'un non-lieu, fut donc assassiné quelques jours avant d'être innocenté. Malgré cela, les médias continuent à le présenter comme le coupable. Pourtant, cet homme était innocent, et ce film en apportera enfin la preuve. Comment Bernard Laroche pouvait-il savoir que le 16 octobre Grégory se serait trouvé seul à jouer devant la maison? Bernard Laroche habitait à Aumonzey, à 11 km de la maison des parents de Grégory. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'en cette fin d'après-midi, l'enfant se serait trouvé à jouer seul dehors, tout comme il ne pouvait savoir que sa mère faisait du repassage chez elle, les volets fermés et la radio à fond. Certes, il arrivait que parfois l'enfant joue seul dehors, mais il ne l'avait pas fait depuis 15 jours au moins et les voisins ne l'avaient pas aperçu non plus depuis plusieurs jours. Par ailleurs, un promeneur, monsieur Bernard Collin, qui passait devant la maison de Grégory ce soir-là, vers 17h10 n'a pas vu non plus l'enfant jouer dehors. Si Bernard Collin n'a pas vu l'enfant en passant devant la maison, comment Bernard Laroche aurait-il pu le voir alors qu'il est censé s'être garé 200 mètres plus bas? Si Bernard Laroche était le coupable, pourquoi aurait-il pris avec lui Muriel Boll, bien que n'ayant aucune certitude de trouver l'enfant dehors? Aucun repérage n'était possible dans les jours précédant la mort de l'enfant. Il est souvent dit que des repérages ont pu avoir lieu pour savoir quel serait le moment opportun pour enlever Grégory. Or, selon le rapport Anacrime, le 16 octobre 1984 est le premier jour du mois d'octobre, où l'enfant passa du temps dans la cour de sa maison pour s'amuser tout seul. Selon sa mère, il n'avait en effet joué que 5 minutes les 12 et 15 octobre. Pendant 15 jours avant que le petit soit enlevé, il était malade, il était chez ma mère, donc je prenais tous les jours la... Si un ravisseur avait observé la maison de Grégory, il se serait rendu compte qu'il n'y avait que très peu de chances de trouver l'enfant seul dehors à cette heure-là. De plus vers 17h, une voisine passait chaque jour devant la maison avec son troupeau de vaches pour les emmener à la traite. Le 16 octobre 1984, elle indiqua être passée ce jour-là 2 fois devant la maison de Grégory, aux alentours de 17h20, une fois en arrivant au pré, puis 3 minutes plus tard en repartant vers sa ferme avec son troupeau. Chaque jour également, un autre voisin passe devant la maison de Grégory pour effectuer une promenade en compagnie de son dalmatien entre 17h et 17h10. Enfin, le 16 octobre 1984, jour de la disparition de Grégory, le voisin d'en haut, monsieur Gilbert Méline, était dehors à travailler sur son tracteur et à balayer le gravier, à quelques mètres de la maison de Grégory sur laquelle il avait une vue dégagée. Il était donc très périlleux pour un éventuel ravisseur de s'approcher de la maison de Grégory à ce moment de la journée, au risque d'être vu de l'un de ses 3 voisins. Le portrait robot d'un homme portant moustache et favori n'est pas celui de Bernard Laroche, selon celui dont le témoignage a permis de l'établir. Entre le 22 octobre et le 26 octobre,
3 portraits robots furent établis à partir de déclarations de 3 témoins, sans qu'il soit prouvé que les personnes dessinées aient eu un rapport avec la disparition de Grégory. Le premier portrait robot datant du 22 octobre, représentait un homme portant des lunettes, mais sans moustache. Cet homme se présentera de lui-même à la gendarmerie et fut rapidement mis hors de cause. Le deuxième portrait robot fut établi 3 jours plus tard, le 25 octobre par un certain Michel Desruder qui aurait aperçu un homme suspect à l'Épanche-sur-Vologne, aux alentours du 16 octobre et qui permit d'établir un portrait robot, dont la ressemblance avec Bernard Laroche peut paraître anecdotique. Le troisième portrait robot dessiné le 26 octobre par Michel Cornilly reprend en grande partie les traits de l'homme représenté la veille, mais cette fois il fut établi par un cafetier de Docelles. Or le portrait robot du 25 octobre, le premier qui représentait un homme portant moustache et favori, fut établi en réalité par un proche de Bernard Laroche, à savoir Monsieur Desruder, qui n'était autre que le mari de la cousine germaine de Bernard Laroche. Michel Desruder connaissait parfaitement bien Bernard Laroche et si c'était ce dernier qu'il avait aperçu à l'Épanche-sur-Vologne, il l'aurait forcément reconnu, ce qui n'a pas été le cas. Comment croire que Bernard Laroche n'aurait pas été reconnu immédiatement par l'un de ses proches, si ce dernier l'avait aperçu à l'Épanche-sur-Vologne? En 1985, le journaliste Jean Kerr interroge Evelyne, la femme de Michel Desruder. Celle-ci confirme que son mari a vu un homme à 3 reprises les 15 et 16 octobre 84, mais elle indique que son mari était catégorique, il ne s'agissait pas de Bernard Laroche. Les gendarmes sont venus interroger Michel. Il leur a dit « Je l'ai vu 3 fois en 2 jours et je me rappelle très bien sa tête. » Grâce à lui les gendarmes ont pu établir un premier portrait robot. Mais mon mari est catégorique, ce n'était pas notre cousin, Bernard Laroche. Le portrait robot réalisé grâce à son témoignage est donc celui d'un homme dont on sait avec certitude qu'il n'est pas Bernard Laroche. Bernard Laroche n'est pas l'auteur de la lettre de revendication du meurtre de Grégory. La grande majorité des experts en écriture ont indiqué que Bernard Laroche ne peut pas être le corbeau qui a écrit la lettre de revendication postée le 16 octobre 1984 à l'Épanche-sur-Vologne. Ainsi, l'expert Jean Glénisson indique qu'il n'y a aucune ressemblance et pas d'analogie entre l'écriture des lettres anonymes et l'écriture de Bernard Laroche. De même pour l'experte Madame Petit de Mirbeck, si Bernard Laroche n'avait pas été cité en début d'affaire, nous l'aurions éliminé de la même façon car il est apparu d'emblée des différences importantes, fondamentales même, qui nous permettent de l'éliminer. En 2017, à la réouverture de l'affaire, l'experte Christine Navarro ne désignera pas non plus Bernard Laroche comme l'auteur de la lettre de revendication, ni des autres lettres. La dernière lettre du corbeau reçue par Jean-Marie Villemain au lendemain de la mort de Grégory. C'est en l'examinant soigneusement que le gendarme Denis Klein, de la section de recherche de Metz, avait repéré il y a 4 ans une empreinte en creux, sans doute laissée par le stylo lorsqu'on a écrit sur la feuille suivante. 2 lettres, peut-être un L à gauche, mais surtout à droite, un B majuscule. L, B, comme Laroche Bernard. La ressemblance avec sa signature avait à l'époque paru troublante à Denis Klein, qui avait transmis ses travaux à l'un des experts nommé par le juge Lambert. Le foulage sur la lettre de revendication ne désigne pas Bernard Laroche. Un foulage est une trace latente pouvant apparaître sur une feuille se trouvant en dessous de celle sur laquelle on écrit, et qui résulte de la pression exercée sur le stylo utilisé. Lors de la réunion générale du 30 octobre 1984, le gendarme Klein qui n'intervenait pas à titre d'expert, il ne le sera qu'en 1986, pense déceler un foulage sur la lettre de revendication postée le 16 octobre 1984, à l'Épanche-sur-Vologne. Selon lui les lettres L et B apparaissent en relief sur ce courrier, ce qui correspondrait aux initiales Laroche Bernard. Des photos seront prises en lumière rasante afin de conserver une trace visuelle de ce foulage. Aux fins de confirmer cette découverte, la lettre fut expédiée à un laboratoire d'analyse qui rendit des conclusions décevantes. En effet, le laboratoire ne put déceler l'existence de ce foulage malgré plusieurs techniques utilisées.
Ceci ne signifiait pas que le foulage n'avait pas existé, mais que les traces latentes ont pu s'effacer à la suite de différentes manipulations. Le 1er septembre 1988, une image de ce foulage est révélée dans le journal télévisé de France 2. Il apparaît sur cette image que seule la lettre B est visible, mais qu'aucune lettre L n'est décelable. La journaliste présentant la découverte dira d'ailleurs, peut-être un L à gauche, mais surtout à droite un B majuscule. En réalité, il n'existe aucune lettre L sur cette image, et visiblement le B majuscule ne ressemble en rien au B qu'aurait pu écrire Bernard Laroche, ni d'ailleurs personne d'autre, puisqu'il ressemble plutôt à deux triangles posés l'un sur l'autre, qu'à une écriture faite de main d'homme. Il apparaît finalement au vu de cette image qui est la seule que nous ayons du foulage, que non seulement seule la lettre B est visible, mais que ce B est probablement dû à un phénomène que l'on appelle la pareidolie. La pareidolie est un phénomène qui consiste, par exemple, à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre. Ce phénomène est bien connu, et nombreux sont ceux qui en sont victimes, notamment ceux qui croient voir des lettres sur les images de la NASA, prises par des sondes envoyées sur la planète Mars ou sur la Lune. L'insuline retrouvée à Docelle ne correspondait pas à celle qui était donnée à la mère de Muriel Boll. Il est souvent dit que de l'insuline a pu être utilisée pour endormir Grégory afin de lui donner la mort de façon plus aisée. Le 9 novembre 1984, soit plus de 3 semaines après la mort de l'enfant, de l'insuline fut retrouvée dans un buisson à Docelle, non loin de l'endroit où fut retrouvé son corps. Certains journalistes ont alors imaginé que Muriel Boll aurait pu utiliser de l'insuline que sa mère prenait, dans le but d'endormir l'enfant. Puis une fois ceci fait, elle aurait jeté le flacon et l'emballage dans un buisson. Néanmoins, après analyse, l'insuline retrouvée ne correspondait pas au modèle utilisé par la mère de Muriel Boll, qui ne prenait exclusivement qu'un mélange spécifique préparé par son infirmière. Le docteur de Janine Boll, la mère de Muriel, témoignera également n'avoir jamais prescrit ce type d'insuline à sa patiente. Par ailleurs, le flacon retrouvé ne correspondait pas avec son emballage, car il ne portait ni le même numéro de lot, ni la même date de péremption, ce qui laisse fortement penser qu'il s'agissait d'une mise en scène. Il est de toute façon curieux d'envisager que Muriel Boll aurait pu préparer à l'avance de l'insuline pour endormir Grégory, alors que tout comme Bernard Laroche, elle n'avait aucun moyen de savoir à l'avance que l'enfant serait livré à lui-même, seul dans son jardin, tandis que sa mère faisait du repassage avec les volets fermés et la radio forte. Les voisins n'ont pas vu Bernard Laroche. Le 16 octobre 1984, aucun des voisins qui se trouvaient aux alentours de la maison de Grégory entre 17h et 17h30 ne déclara avoir aperçu Bernard Laroche, ni Madame Clodon qui conduisait son troupeau de vaches, ni Gilbert Méline qui se trouvait entre sa maison et celle de Grégory, à balayer le gravier. Ni Bernard Collin qui effectuait sa promenade quotidienne en compagnie de son dalmatien. Bernard Collin, qui passa devant la maison de Grégory à l'heure où celui-ci était censé jouer dehors, déclara par ailleurs ne pas avoir vu l'enfant qui avait l'habitude de caresser son chien à son passage. Une autre personne, Monsieur Claude Collin qui 6 ans plus tard, déclara avoir conduit Madame Clodon en voiture jusqu'à son pré, ne dira pas non plus avoir vu Bernard Laroche, ni qui que ce soit d'autre. Il dira simplement et dans un premier temps, à un gendarme, avoir été gêné par un véhicule de couleur sombre, à 16h30 précise, en arrivant chez Madame Clodon, par une autre route. Il était donc une demi-heure avant que Grégory ne soit arrivé chez lui. Son témoignage fut confirmé par le fils de Madame Clodon qui fut témoin de la scène, et qui décrit la manœuvre effectuée par ce véhicule afin de laisser passer Claude Collin, et confirma l'heure de 16h30 précise. Son témoignage fut recueilli par le journaliste Jean Kerr en septembre 1985, et se retrouva dans le magazine Paris Match. J'étais devant ma ferme, j'attendais un ami qui habite à Épinal. Il était 16h30 lorsque j'ai aperçu, à environ 80 mètres de là, une voiture vert bronze arrêtée à l'intersection de la route des Bois et de celle de la Bure. 2 minutes plus tard, mon ami est arrivé par cette route. Il m'a dit avoir été gêné par cette voiture qui ne pouvait le croiser à cause de l'étroitesse de la route. Mais,
6 ans plus tard, M. Claude Collin changera subitement de version, affirmant cette fois que c'est en conduisant Madame Clodon à son pré, qu'il fut gêné par un véhicule conduit par un homme assez corpulent, et accompagné d'une femme aux cheveux roux. Cependant, son nouveau témoignage fut contredit par les autres voisins et notamment par Madame Clodon elle-même, qui déclara n'avoir jamais croisé de véhicule ce jour-là. Malheureusement pour M. Claude Collin, le gendarme l'ayant entendu en 1985, le contredira également, étant établi de longue date que ce véhicule qui l'avait gêné avait été vu non pas à 17h15, mais bien à 16h30, et lorsqu'il se rendait chez Madame Clodon, et non en la conduisant à son pré. Les accusations contre Muriel Boll d'avoir menti sur sa présence dans le bus scolaire proviennent d'une erreur de date, car qui pourrait affirmer de façon certaine que telle ou telle personne se trouvait dans un transport en commun que l'on prend tous les jours, et cela 2 semaines après l'avoir pris, et, plus encore, qui pourrait dire avec certitude qu'il ne s'y trouvait pas? Bien évidemment, personne ne saurait répondre à ce genre de questions d'une façon certaine. C'est pourtant ce genre de questions, aux réponses forcément approximatives et hésitantes, que les gendarmes n'hésitèrent pas à poser au chauffeur du bus scolaire, qu'empruntait chaque jour Muriel Boll, ainsi qu'à des collégiennes qui prenaient elles aussi, chaque jour ce bus, et ceci plus de 15 jours après le décès de Grégory. Sans surprise, les réponses données, inévitablement imprécises et inexactes, furent en grande partie à l'origine des accusations contre Bernard Laroche. Ainsi, bien qu'il fût par la suite établi que du 23 octobre au 26 octobre 1984, soit la semaine suivant celle du décès de Grégory, Muriel Boll, grippée, n'avait pu se rendre à l'école, le chauffeur de bus qui effectuait le trajet, et cela uniquement les mardis, affirmait pourtant dès novembre 1984, n'avoir pas aperçu Muriel Boll dans son bus le mardi 16 octobre, jour du décès de Grégory. Néanmoins, interrogé plus tard sur la présence de Muriel Boll dans le bus scolaire le mardi suivant, à savoir le mardi 23 octobre, ce même chauffeur affirma cette fois être certain que Muriel Boll s'y trouvait bien ce jour-là. Or, il est établi sur le registre du collège, et par certificat médical, qu'elle ne s'est pas rendue à l'école ce mardi 23 octobre, ce qui remettra en cause ses affirmations, bien qu'il ne reconnût pas s'être trompé. Aux hésitations du chauffeur de bus, interrogé de façon trop tardive, plus de 15 jours après le décès de l'enfant, s'ajouteront les témoignages approximatifs des collégiennes, qui elles aussi confondirent pour certaines d'entre elles, le mardi 23 octobre avec le mardi 16 octobre. C'est en effet ce témoignage controversé qui entraînera la conviction des gendarmes, que Muriel était absente du bus le jour de la mort de l'enfant. Pourtant, les repères donnés par certaines collégiennes correspondaient avec la semaine du 23 octobre et non celle du 16 octobre. En effet, l'une d'elles indiqua qu'elle se souvenait de l'absence de Muriel, car son père était entré à l'hôpital ce jour-là. Après vérification, c'est en réalité le 22 octobre que son père rentra à l'hôpital, et non le 16 octobre. Une autre collégienne indiqua que Muriel fut absente plusieurs jours cette semaine-là. Or, là encore, c'est bien la semaine suivante, celle du 23 octobre, que Muriel fut absente durant plusieurs jours, à savoir du mardi au vendredi. Pour le juge Lambert, le témoignage contestable du chauffeur de car a entraîné la plus terrible erreur judiciaire qu'un homme puisse connaître. À ce sujet, dans sa lettre d'adieu avant de se donner la mort, le juge Lambert écrira : Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. La construction intellectuelle que je viens d'évoquer est en réalité un château de cartes qui aurait dû s'effondrer dès le premier regard objectif sur le dossier.
Car, dès novembre 1984, j'ai pu démontrer que si Muriel Boll n'était pas dans le quart de ramassage scolaire, ce n'était pas le mardi 16 octobre mais le mardi 23 octobre, semaine où elle est rentrée chez elle à cause de la grippe. Les preuves sont au dossier, registre du collège et surtout témoignage du chauffeur de car, Monsieur Galmiche, que j'ai piégé après la remise d'un certificat médical, je crois par la mère de Muriel Boll, et les auditions d'autres collégiennes qui avaient parfois des repères précis mais qui se sont pourtant trompées d'une semaine. Les collégiennes qui ont indiqué avoir vu Muriel Boll repartir dans la voiture de Bernard Laroche, ne l'ont fait qu'une fois ses déclarations révélées aux médias, et en contredisant son témoignage. Les 6 et 7 novembre 1984, soit 3 jours après l'audition de Muriel Boll, et le lendemain de l'arrestation de Bernard Laroche, 2 autres collégiennes témoigneront avoir aperçu Muriel repartir du collège dans un véhicule descendant l'avenue de Lattre de Tassigny à Bruyères. Leur témoignage reprend en grande partie ce que disent alors les médias de la prétendue excursion de Muriel en compagnie de Bernard Laroche. Ainsi le journal télévisé du 5 novembre annonce, je cite, Muriel aurait reconnu s'être trouvée dans la voiture de Laroche avec Sébastien. C'est dans ces conditions que dès les 2 jours qui suivront, ces 2 jeunes filles qui en sortant de leur établissement parcouraient quelques dizaines de mètres à pied avant d'atteindre cette avenue, ont indiqué avoir aperçu un véhicule vers lequel se serait dirigée Muriel Boll, d'abord stationné sur le parking du collège, puis une deuxième fois avenue de Lattre de Tassigny, à l'endroit entouré en jaune sur le plan. Le véhicule, garé sur le parking d'où les collégiennes sont parties aurait donc dû parcourir le trajet indiqué par les flèches bleues, pour se retrouver à cet endroit, se dirigeant vers l'Épanche sur Vologne. Néanmoins, Muriel Boll lors de son audition des 2 et 3 novembre avait indiqué un tout autre trajet. Le véhicule de son beau-frère prenant non pas à gauche après le parking, mais à droite en direction de l'usine SIPA, puis de Champ-le-Duc, ce qui correspond au fléchage jaune sur le plan. Pour ces 2 collégiennes, il était naturel d'envisager que la voiture de Bernard Laroche avait pris l'avenue de Lattre de Tassigny, puisque c'est la route la plus directe pour joindre l'Épanche sur Vologne, car elles ne connaissaient pas les détails du trajet donné par Muriel Boll aux gendarmes. Elles se sont donc apparemment basées sur ce que les médias donnaient comme information, pour apporter leur témoignage. L'effervescence médiatique étant alors à son comble, et la population soulagée d'avoir pu mettre un nom, quel qu'il soit, sur l'auteur de ce crime, il n'était pas étonnant de voir apparaître des comportements rappelant par bien des aspects les accusations de sorcellerie d'autrefois, qui envoyaient au bûcher des jeunes femmes pourtant innocentes d'un crime imaginaire, sur des témoignages aussi fantaisistes qu'irréels. L'alibi de Bernard Laroche a été vérifié plusieurs fois. Bernard Laroche indique que le 16 octobre 1984, il se trouvait chez sa tante Louisette à Aumonzey en fin d'après-midi, à 11 km de la maison de Grégory. De retour vers 17h15 de chez son ami Jean-Pierre Zonca avec lequel il devait acheter du vin en promotion, mais qu'il n'a pas trouvé chez lui, il décide vers 17h30 de ne plus attendre, et se rend au supermarché Champion de Laval sur Vologne afin d'acheter les 150 bouteilles de vin en promotion, qui devaient être partagées entre 2. Après avoir acheté les bouteilles de vin, Bernard Laroche se rendra à Bruyères pour encaisser un tiercé gagnant. Le 9 novembre 1984, une confrontation générale fut organisée rassemblant les témoins ayant vu Bernard Laroche le soir du 16 octobre 1984. Il en est ressorti que la description qu'il avait faite de sa soirée du 16 octobre s'est révélée parfaitement exacte. Ainsi, le chèque d'achat des bouteilles de vin fut retrouvé et la caissière s'est souvenue de son passage en compagnie de son fils Sébastien vers 17h40. De même, Madame Julia Collomb qui tenait le PMU s'est souvenue du passage de Bernard Laroche, car celui-ci lui avait demandé une faveur en lui permettant de toucher son gain alors que le bar était fermé. Par ailleurs, outre Muriel Boll qui indiquait avoir vu Bernard Laroche chez Louisette en revenant de l'école ce jour-là,
2 autres témoins confirment sa présence, à savoir Louisette elle-même qui indique qu'il était chez elle à partir de 17h, et Chantal, la fille de Louisette qui confirme qu'en revenant de son bus vers 17h20, elle y trouva Bernard Laroche et son fils Sébastien. Elles précisèrent d'ailleurs avoir ce soir-là mangé des raviolis sur son conseil, ce que ce dernier avait indiqué aux enquêteurs auparavant, mais qui n'avait pas été révélé dans la presse. Enfin, son ami Jean-Pierre Zonca confirma qu'il devait acheter la moitié des 150 bouteilles de vin en promotion avec Bernard Laroche, mais qu'il n'était pas chez lui à l'heure où ce dernier passa le prendre, car il avait oublié le rendez-vous. Néanmoins, dès le lendemain, il récupérera finalement la moitié des bouteilles de vin sur son lieu de travail et se rappellera parfaitement que Bernard Laroche lui avait reproché son absence de la veille. Ceci confirme qu'il était bien convenu entre les deux amis que cet achat soit partagé entre eux deux. La présence de Bernard Laroche chez Louisette vers 17h15, à 11 km de la maison de Grégory, puis ses déplacements au supermarché et au PMU entre 17h30 et 18h15, ont donc été vérifiés et furent confirmés par de nombreux témoignages. Bernard Laroche n'était pas à l'Épange sur Vologne le 16 octobre 1984. Le comportement de Bernard Laroche prouve qu'il s'était bien rendu chez son ami Jean-Pierre Zonca à l'heure de la disparition de Grégory. Bernard Laroche indique dans ses premières déclarations s'être rendu chez son ami Jean-Pierre Zonca, à Granges-sur-Vologne, à 15 km de la maison de Grégory, vers 17h15, au moment exact où l'enfant disparaissait. Bernard Laroche, ne trouvant pas son ami chez lui, décide d'acheter pour eux deux la totalité des 150 bouteilles de vin qu'ils avaient prévu de se partager, pour un montant total de 1265 francs. Il ne pouvait en acheter moins, car la promotion proposée était de 150 bouteilles pour le prix de 100. Mais, après avoir effectué cet achat, il s'empresse de vouloir toucher ses gains de tiercé, au café PMU La Renaissance à Bruyères. Arrivé sur place, il y trouve porte close, le café étant fermé ce jour-là. Il emprunte alors l'entrée de l'hôtel, et la gérante de l'établissement accepte finalement de lui payer son tiercé, bien que le bar soit fermé. Jean-Pierre Zonca lui ayant fait faux bond, Bernard Laroche s'est retrouvé seul à devoir supporter le coût d'achat des 150 bouteilles, soit 1265 francs, un montant 2 fois plus important que prévu. Si Jean-Pierre Zonca ne lui avait pas fait faux bond, pourquoi Bernard Laroche aurait-il eu besoin de toucher ses gains dans un établissement dont c'était le jour de fermeture, si ce n'est pour couvrir cette dépense imprévue, ceci signifiant que Bernard Laroche s'est donc bien rendu chez Zonca comme il l'avait affirmé initialement, puisque c'est l'absence de son ami, constatée par lui-même, qui l'obligera à demander le paiement d'un tiercé dans un établissement dont c'était pourtant le jour de fermeture.